Bon, on est rendu aux examens paracliniques. Vous comprendrez que vu que la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie inflammatoire, il y a donc certains examens qu'on peut faire pour la polyarthrite rhumatoïde qu'on peut pas faire pour l'arthrose. Entre autres, en phase aiguë, la protéine C réactive, qui est un signe d'inflammation, ou la vitesse de sédimentation, qui est aussi un signe d'inflammation, peuvent être faits. Ensuite de ça, il y a, contrairement à plein d'autres maladies, il y a des examens qu'on peut faire pour diagnostiquer. Si vous avez un résultat positif à certains examens, ça veut dire que vous souffrez de polyarthrite rhumatoïde. Donc, il y a des sérologies, certains facteurs rhumatoïdes qu'on peut retrouver dans des prises de sang. C'est pas des prises de sang qu'on fait de façon d'emblée, là. Quand on décide de faire ça, c'est parce qu'on a une bonne idée de qu'est-ce qui se passe. Donc, on peut pas dire, ben, elle est venue à l'urgence, elle a eu toutes les prises de sang d'usage, puis on n'a pas vu la polyarthrite rhumatoïde. C'est parce que c'est pas un examen qu'on fait d'emblée. Certains anticorps là, vont aussi apparaître dans la polyarthrite rhumatoïde, puis c'est des examens qu'on fait précoces dans la maladie, parce qu'un coup que c'est fait, puis un coup que c'est diagnostiqué, ben on le sait que c'est là, on n'a pas besoin de les refaire. Les manifestations cliniques d'une crise, ça va durer quelques heures à quelques jours jusqu'à quelques semaines. Parce qu'on sait que la polyarthrite rhumatoïde, ça vient en exacerbation, puis ça s'en va, puis on redevient en rémission. Ça ne veut pas dire qu'on est guéri de la polyarthrite rhumatoïde, ça veut juste dire que en ce moment, on n'est pas en crise. Parce que la polyarthrite rhumatoïde, comme toutes les maladies dégénératives, ça se guérit pas. On peut aussi, dans ce cas-ci, faire une analyse du liquide synovial parce qu'on va trouver dans le liquide synovial des trucs qui sont pas supposés être là. Entre autres, la fibrine. La fibrine qui va faire que le liquide va être plus épais et va pas avoir la même je vais dire la même utilité, là, mais c'est pas ça que je veux dire. Va pas avoir la même fonction si c'est trop épais. Donc, dans l'arthrosynthèse, on va le faire, cet examen-là, chez les patients qui font de la polyarthrite rhumatoïde, parce que ça arrive qu'on trouve des trucs dans le liquide qu'on ne trouverait pas pour les patients qui font de l'arthrose. Dans les traitements pour la polyarthrite rhumatoïde, pour gérer la douleur, on va y aller avec les mêmes trucs que pour l'arthrose. Le Tylenol quand la douleur est légère à modérée, les anti-inflammatoires non stéroïdiens de type naproxen, aspirine, ces trucs-là, ça peut être utilisé. Les crèmes contenant du camphre ou de la menthe, ça aussi, ça va être utilisé. Le TENS peut être utilisé, là. Adopter une alimentation équilibrée, c'est pas pour les mêmes raisons que pour dans l'arthrose, c'est pas pour perdre du poids, mais c'est bien pour maintenir son poids, parce que c'est des gens qui ont tendance à maigrir beaucoup parce qu'ils mangent pas assez, autant parce que ils ont de la difficulté à cuisiner à cause de leurs mains, ils ont de la difficulté à s'alimenter à cause de leurs mains, ils n'ont pas beaucoup de salive, c'est difficile de mastiquer la nourriture puis de digérer de la nourriture qui n'a pas été mastiquée avec la salive. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est des gens qui ont tendance à moins manger. Et l'anorexie, c'est une manifestation clinique extra-articulaire de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, quand on parle d'alimentation chez les polyarthrites rhumatoïdes, c'est pas pour perdre du poids, c'est pour maintenir le poids. Beaucoup de physiothérapie et d'ergothérapie pour maintenir l'articulation mobile, l'articulation dans un bon angle. Donc, les ergothérapeutes vont leur faire utiliser du matériel pour ne pas mettre trop de stress sur les petites articulations. Donc, des ustensiles spécifiques, des trucs pour les aider à mettre leur linge, à enfiler leurs bas. Les physiothérapeutes vont essayer de maintenir l'articulation, la force musculaire pour qu'ils soient capables d'utiliser leurs mains, leurs pieds. Puis ici, il y a d'autres pharmacothérapies qu'on ne retrouve pas dans l'arthrose parce que c'est une maladie inflammatoire, puis c'est une maladie auto-immunitaire. Ben, on pense que c'est une maladie auto-immunitaire. Donc, il y a beaucoup de médicaments qui peuvent être utilisés pour prévenir les crises. Donc, dans les ARAL, c'est des antirhumatoïdes à action lente. On retrouve le méthotrexate. Le méthotrexate, là, c'est le médicament de choix pour les polyarthrites rhumatoïdes.
la plupart des gens qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde vont prendre du méthotrexate. Le méthotrexate, c'est un anticancer. C'est un anticancéreux, ça l'empêche le développement de cellules cancéreuses. Puis on s'est rendu compte que ça l'empêchait le développement de cellules qui créaient l'inflammation pour les polyarthrites rhumatoïdes. Donc, quand ils prennent ça, c'est pas parce qu'ils ont le cancer, là. Ils le prennent vraiment pour les effets secondaires, ben pas les effets secondaires, mais d'autres effets que le méthotrexate a sur les cellules. Beaucoup d'agents biologiques, l'Humira, on le voit de plus en plus. L'Enbrel aussi, mais l'Humira, on le voit de plus en plus. C'est un médicament qui est utilisé aussi pour la maladie de Crohn, qui est aussi une maladie inflammatoire de type auto-immune, mais qui s'attaque surtout au système digestif. Dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, c'est quand même un médicament qui fonctionne assez bien. Les corticostéroïdes vont être aussi utilisés pas de la même façon pas exactement de la même façon qu'avec l'arthrose, mais vont être utilisés en prévention de crise. Donc, ça se peut que vos patients qui sont polyarthrite rhumatoïde prennent de la prednisone, qui est un corticostéroïde, sur une base régulière juste pour maintenir l'inflammation. Les antipaludiques, un peu comme le même principe que le méthotrexate, ça agit sur le système immunitaire, puis ça a un impact positif chez les patients qui font de la polyarthrite rhumatoïde. Les immunosuppresseurs de type sel d'or, c'est quelque chose qu'on utilise de moins en moins. Je vous dirais que c'est presque, je ne sais pas s'ils prescrivent encore nouveau là, pour les patients nouvellement diagnostiqués avec la polyarthrite rhumatoïde. Par contre, les gens qui prennent ça depuis longtemps et pour qui ça fonctionne, on continue à les utiliser. Hey, ça fonctionne, on ne change pas une formule gagnante. Puis les AINES, bien, vous comprendrez que c'est un anti-inflammatoire, donc clairement, ça va aider. Donc, je passe au travers de chaque médicament que je viens de vous parler, là, fait que je vais y aller un peu plus rapidement. Le médicament de choix, c'est le méthotrexate. La plupart des patients qui ont la polyarthrite rhumatoïde vont prendre ça. Ce qui est bien, c'est qu'on le prend une fois par semaine. Ça a un gros impact sur le foie, ça a un gros impact sur la formule sanguine parce que un des gros effets secondaires du méthotrexate, c'est l'anémie. Donc, c'est des patients qu'on va devoir suivre sur une base régulière pour la formule sanguine, puis les enzymes hépatiques, puisque c'est hépatotoxique. On le voit ici. Donc, ces patients-là, en plus du méthotrexate, on va leur faire prendre un supplément d'acide folique une fois par semaine, la même chose, sauf qu'on ne donnera pas la même journée, pour essayer d'éviter l'anémie, pour essayer de soigner l'anémie avant même qu'elle s'installe. Alors, l'acide folique, je le dis ici, là, c'est vraiment pour prévenir la toxicité ou des effets secondaires du méthotrexate qui, eux, causent de l'anémie. On ne veut pas ça. Donc, on le sait que la plupart des patients qui prennent du méthotrexate vont faire de l'anémie, donc on prévoit le coup, mettons. Dans d'autres ARAL, là, les antirhumatoïdes à longue action, on a le salazopyrine, j'ai de la misère à dire ça, qui lui aussi est un comprimé. C'est un anti-inflammatoire qui inhibe le système des prostaglandines. Donc, il ne fonctionne pas exactement comme l'autre, mais qui peut avoir un bel effet. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que les gens qui font de la polyarthrite rhumatoïde prennent plusieurs médicaments, plusieurs molécules qui travaillent à des endroits différents pour essayer de garder l'inflammation le plus sous contrôle possible. Donc ici, ça garde l'inflammation sous contrôle en faisant l'inhibition des prostaglandines. C'est un comprimé, on prend 2 fois par jour, tandis que le méthotrexate, on le prend juste 1 fois par semaine. Ça a quelques effets secondaires, dont l'urine orange, mais c'est pas aussi problématique que le méthotrexate qui, lui, est hépatotoxique. Ensuite de ça, j'ai parlé des agents biologiques. On parle de l'Humira, de l'Enbrel. Je pense qu'Enbrel, c'est EM. Là, j'ai écrit M, mais d'après moi, c'est un M qui va là. Mais celui qu'on voit le plus, c'est l'Humira. Puis, comme je vous disais, c'est pas juste les patients de polyarthrite rhumatoïde qui prennent ça. On le voit aussi chez les patients qui font la maladie de Crohn. C'est administré sous forme d'injection
une fois par semaine, une fois par 2 semaines, dépendamment du traitement. C'est souvent en association avec le méthotrexate. Donc, comme je vous dis, là, les patients qui ont la polyarthrite rhumatoïde, c'est rare qu'ils prennent juste un médicament. Ils prennent plusieurs médicaments qui ont un impact sur l'inflammation parce que c'est ça qu'on essaie de contrôler. On essaie de contrôler le plus possible l'inflammation. Si on le contrôle avec plusieurs molécules différentes, ben on contrôle mieux l'inflammation. Là, je vous ai mis d'autres effets secondaires qui viennent là, avec la polyarthrite, avec le traitement des agents biologiques. Le Plaquenil, qui est un antipaludique, là, vous allez me dire, un antipaludique, c'est pas un antimalaria, ça? Et la réponse, c'est oui. Mais on s'est rendu compte que ça a vraiment un impact sur l'inflammation, que ça a vraiment ça l'aide à la diminution de l'inflammation. C'est un médicament qu'on va utiliser quand la polyarthrite est vraiment avancée. Donc, on va commencer la plupart du temps avec du méthotrexate ou des agents biologiques ou les deux. Puis, on va utiliser le Plaquenil plus tard dans la maladie. C'est un médicament qui inhibe la synthèse de certaines protéines, puis qui, en bout de ligne, va réduire l'inflammation. C'est un médicament qu'on va avoir à prendre à tous les jours, mais qui a quand même de gros effets secondaires, là. On parle ici de convulsions, d'autotoxicité, ça veut dire que ça peut rendre sourd, d'anémie. Le méthotrexate aussi a de l'anémie. Donc, il va falloir, il faut gérer ça. On le donne pas pour rien, mettons, là. On le donne quand on est rendu qu'on n'a plus le choix. Les corticostéroïdes, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on va les donner autant en temps de crise pour diminuer l'inflammation que pour essayer de gérer l'inflammation puis essayer de la garder la plus contrôlée possible. Donc, on parle ici de prednisone, c'est celle-là qu'on va donner pour en prévention, qu'on va donner à tous les jours. Puis en temps de crise, on va y aller avec des trucs qui sont plus intramusculaires ou intraveineux. C'est sûr que pendant une crise, si un patient a pris des grosses doses de corticostéroïdes, du dépomedrol, 120 mg, BID pendant 3-4 jours, on peut pas du jour au lendemain arrêter ça comme ça. Donc, c'est des gens qui vont s'en retourner à la maison avec une échelle décroissante de prednisone. Ils vont se retourner à la maison avec un 50 mg Péros, là je dis des chiffres de même, là, mais mettons 50 mg Péros BID pendant 3 jours, 40 mg BID pendant 30 jours. Puis on va le diminuer graduellement comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à la dose de maintien ou à 0 si c'était quelqu'un qui n'en prenait pas du tout à la maison. Parce que si on l'arrête trop rapidement, on peut causer une insuffisance surrénalienne. Parce que vous savez que nos surrénales, elles produisent des corticostéroïdes naturels, mais si on donne au corps des corticostéroïdes en médicaments en grande dose, les surrénales vont arrêter de fonctionner. Si on arrête les médicaments qu'on donne aux patients de façon drastique, 120 mg de dépomedrol ou de solumédrol 2 fois par jour pendant 5 jours, puis on arrête ça tout d'un coup, les surrénales ne se réveilleront pas puis ils ne vont pas se mettre à produire du cortisol toute seule. Il faut y aller graduellement pour que les surrénales recommencent à produire leur cortisone ou leur cortisol naturel. Donc, si on donne des grosses doses de corticostéroïdes, il faut avoir une échelle décroissante quand on sort. Les corticostéroïdes peuvent augmenter l'appétit. Donc, c'est des gens qui vont avoir tendance à prendre du poids pendant qu'ils prennent leurs médicaments. Ça va faire grossir le visage aussi. Donc, c'est des trucs qu'il faut surveiller. Ah, ici, je l'ai, les effets secondaires, ça augmente l'appétit, gain de poids. La face, là, on appelle ça un moon face. Pendant qu'on prend les corticostéroïdes, c'est vraiment, ça fait ça, là. Ça augmente les glycémies aussi. Donc, un patient qui n'est pas diabétique et qui prend des corticostéroïdes en grosse dose, ça se peut qu'on aille à lui faire des glycémies 4 fois par jour, pareil comme un diabétique, qu'on aille à lui donner des insulines. Quand le traitement sera terminé, à ce moment-là, les glycémies pourront disparaître là, parce que la glycémie va se restabiliser d'elle-même. Les sels d'or, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un médicament qui fonctionne bien, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Donc, c'est pas un médicament que les médecins sont portés à represcrire. On laisse les gens prendre ça si ça fait longtemps qu'ils en prennent puis ça a toujours bien fonctionné, mais sans plus. Imuran, c'en est un autre immunosuppresseur. Là, j'arrive trop proche de mon 15 minutes, on va arrêter.